Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse aux relations de Louis XIII avec son entourage. Devenu roi après l'assassinat de son père à l'âge de 9 ans, Louis XIII, pour obtenir et maintenir son trône, a dû lutter contre sa mère, son frère et sa femme, tous liés de près ou de loin à des complots, tout en composant avec un mariage malheureux et longtemps stérile. Vous voulez en savoir plus sur Louis XIII et son relation difficile avec son entourage? Venez avec moi. Traumatisé par l'échec de la nuit de noces, le roi de France ne regagne le lit de la reine que 4 ans plus tard. Anne d'Autriche est pourtant jeune et jolie, mais elle n'attire pas l'affection ni attise le désir de Louis XIII. Cependant, son favori, le duc de Luynes, pousse le roi à retrouver le chemin du lit de sa femme, de peur que sa faveur ne s'égare en d'autres bras. Les efforts du duc sont couronnés de succès. Après avoir renvoyé l'entourage espagnol d'Anne d'Autriche qu'il détestait, Louis XIII rend enfin visite à sa femme le 25 janvier 1619 et parvient à consommer leur mariage. Le couple royal connaît alors une véritable lune de miel, paraît plus épanoui et met du cœur à l'ouvrage. Rapidement pourtant, des tensions apparaissent. Anne d'Autriche a besoin d'une attention et d'une affection que ce roi discret et réservé ne peut lui témoigner. Louis XIII est également très agacé par la frivolité de l'entourage de la reine. En mars 1622, une fausse couche d'Anne d'Autriche, consécutive à une chute en courant avec ses dames de compagnie dans les couloirs du Louvre, le fait sortir de ses gonds. Il renvoie même l'une des favorites de la reine, Marie de Rohan. Envoyée en France pour négocier le mariage d'Henriette Marie de France avec l'héritier du trône d'Angleterre, Charles Stuart, futur Charles Ier, Georges Villiers, duc de Buckingham, allait bientôt défrayer la chronique. Ce séduisant diplomate, amateur de jolies femmes, aurait fait une cour assidue à la reine de France. Coquette certainement, flattée également, Anne d'Autriche n'aurait certainement pas manqué à ses devoirs. Un épisode allait pourtant nourrir les rumeurs. Chargé d'escorter Henriette Marie de France jusqu'en Angleterre, le duc de Buckingham aurait profité, avec la complicité de la duchesse de Chevreuse, d'un moment loin des regards dans un jardin à Amiens pour tenter d'embrasser la reine. Anne d'Autriche, choquée, aurait alors crié pour appeler à l'aide. Diversement rapporté, l'incident suffit cependant à compromettre la reine de France. En 1626, une machination visant à éliminer le cardinal de Richelieu se noue autour du projet de mariage entre Gaston d'Orléans et mademoiselle de Montpensier. Certains des conjurés envisagent même de mettre Gaston d'Orléans sur le trône et de lui faire épouser la reine. De nombreux aristocrates se trouvent compromis, et la reine elle-même, comme Gaston d'Orléans, sont longuement et sévèrement interrogés. Et si le roi veille à se faire supprimer toute preuve incriminant la reine pour sauver son honneur, il n'en reste pas moins persuadé qu'en cette affaire, la reine l'a certainement trahi comme son frère. Plus tard, lors de la guerre avec l'Espagne, les sympathies manifestes de la reine pour son ancien pays, adversaire pourtant de son époux, blessent et mettent en colère le roi. Il envisage même de la répudier. Anne d'Autriche va jusqu'à le trahir en échangeant des correspondances secrètes avec son frère Philippe IV d'Espagne en 1637. Confondue par les espions du cardinal, elle est contrainte aux aveux devant le roi. Mais son devoir dynastique lui commande de surmonter ses préventions et sa colère. Contre toute attente, alors que le fossé entre le couple royal n'a jamais été plus profond, Anne d'Autriche tombe enceinte. Cet enfant du miracle, baptisé Louis Dieudonné, né le 5 septembre 1638, c'est le futur Louis XIV. Exilé à Blois après l'élimination de ses favoris Constino Consigny et Leonora Galigai, Marie de Médicis, qui ne pouvait renoncer à sa place au Conseil, n'avait pas tardé à s'en évader de manière rocambolesque en février 1619. Louis XIII est furieux, mais désire se réconcilier avec elle. Mère et fils se retrouvent près de Tours en septembre 1619 et s'étreignent avec émotion. Si le roi offre à Marie de Médicis la possibilité de revenir à la cour, il ne lui accorde pas encore le siège au Conseil. Toujours insatisfaite, Marie de Médicis reprend les complots de plus belle et reçoit le soutien de plusieurs grands du royaume et d'une partie des protestants. Cette véritable révolte nobiliaire aboutit à une nouvelle guerre entre mère et fils qui s'achève lors de la bataille du Pont de Cé le 7 août 1620. Le camp de Marie de Médicis est en déroute. Le roi lui accorde son pardon ainsi qu'à ses partisans. Il lui permet de rejoindre son conseil le 31 janvier 1622, malgré les réticences de ses ministres, mais sans droit de vote. Mais lorsqu'elle tente d'évincer le cardinal de Richelieu en 1630, coup de tonnerre. À la cour, Louis XIII prend finalement le parti de son ministre contre sa mère.
C'est la journée des dupes. Marine Médicis s'est retiré à Compiègne et se réfugie finalement en juillet 1631 à l'étranger et rejoint le camp des Espagnols. Ennemi de Louis XIII, le roi, à bout de patience, décide que cette fois, cet exil sera définitif. Errant de cour en cour, sans renoncer à repartir faire la guerre à son propre fils, Marine Médicis, privée de son statut de reine de France et de ses pensions, finit par mourir le 3 juillet 1642. Marine Médicis avait retrouvé dans son dernier exil son fils Gaston d'Orléans. Ce dernier, farouche adversaire de Richelieu, participe à plusieurs révoltes. En 1632, en exil aux Pays-Bas espagnols, Gaston d'Orléans recrute une armée avec l'objectif d'obtenir le renvoi du cardinal de Richelieu. Alliés avec le puissant gouverneur du Languedoc, le duc de Montmorency, ils sont néanmoins vaincus à Castelnaudary. Ce dernier est condamné à mort et Gaston d'Orléans part en exil. Le roi lui pardonne et lui permet de revenir à la cour en 1634. Au moment où la guerre fait rage entre la France et l'Espagne de Philippe IV, Gaston d'Orléans ne veut pas être considéré comme un complice de l'ennemi. En 1642, enfin, Saint-Marat, favori du roi, veut renverser le cardinal de Richelieu et le remplacer à la tête du gouvernement. Louis XIII s'y oppose. Il réussit à convaincre Gaston d'Orléans de l'aider. Ce dernier conclut un traité secret avec les Espagnols. Tout est découvert par les espions du cardinal de Richelieu, qui présente à Louis XIII ce fameux traité. Saint-Marc et de Thou sont condamnés à mort et exécutés à Lyon. Gaston d'Orléans dit qu'il n'avait été abusé par Saint-Marc. Au moment de préparer la régence après sa mort, c'est pourtant avec son épouse qu'il l'a trahi, son frère impulsif et imprévisible, que Louis XIII va devoir composer. Témoignant encore une fois de son immense capacité de pardon, alors que dire de ce roi que le destin n'a pas épargné? Plus que malheureux, c'est un roi tragique, souvent malade, mais faisant corps avec sa fonction contre vent et marée. Homme fragile, diminué, inquiet, tourmenté, mais homme debout, jamais démissionnaire, constamment attaché à faire prévaloir sur ses désirs et ses inclinations le service de son royaume, la construction de son État, reléguant au second plan ses sentiments, ses penchants, sa piété filiale, son engagement conjugal, il a tout sacrifié à la France. Raide et intransigeant, il fut aussi un roi qui pardonne et généreusement à condition qu'on lui demande. Non, il n'avait rien d'un cœur de pierre, inaccessible à la pitié. Au contraire, il était vulnérable, mais il savait se dominer, se ressaisir, laissant finalement parler le devoir de roi. Dès son enfance, Louis XIII souffre d'atroces maux intestinaux, d'étourdissements, de ballonnements, de vomissements et de coliques aiguës. Il contracte ensuite la petite vérole en 1612. Même s'il se rétablit, sa santé reste chancelante. Les crises de douleur succèdent aux rechutes, aggravant un état dépressif. Plusieurs fois, son entourage le croit perdu. Les spéculations autour de sa mort, attisées encore par l'absence d'enfants pendant longtemps, encouragent les ambitions et les complots. Apparue vers 1627, une hétéropathie chronique allait finalement lui être fatale. Les dernières études établissent que son décès à 42 ans serait dû à la maladie de Crohn. Comme on l'a vu, Louis XIII dut affronter une multitude d'épreuves au sein même de sa famille. Louis XIII, dont la mémoire est souvent éclipsée par celle de son brillant ministre Richelieu, est situé entre deux règnes et personnalités écrasantes. Celui de son père Henri IV est par la splendeur de celui de son fils Louis XIV. Louis XIII règne à une époque charnière, contribuant à écraser les indépendances aristocratiques tout en posant les bases de l'absolutisme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.